Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du sucre. Préalablement, avant de reprendre une après l'autre les accusations que l'on porte contre le sucre, de faire un petit rappel rapide de la réalité biologique de tout être vivant, à savoir les microzymas, de faire un petit rappel également sur la psychosomatique qui permet de comprendre la place et le rôle des cancers et leur mode évolutif, de voir très rapidement la physiologie de la digestion et de l'utilisation du sucre. Et puis, nous verrons ensuite, l'une après l'autre, les principales accusations que l'on porte contre le sucre. Le professeur Antoine Béchamp a posé les bases scientifiques rigoureuses d'une véritable biologie du vivant. Le professeur Antoine Béchamp, lui, a toujours travaillé sur le vivant et il a constaté la présence dans tout être vivant d'une microcellule, enfin pas d'une, mais de multiples microcellules, des milliards de microcellules qu'il a baptisées microzymas. Pourquoi il les a baptisés microzymas? Parce qu'il a constaté que ce sont ces microcellules qui synthétisent les imases ou enzymes qui permettent les réactions chimiques à l'intérieur de l'être organisé que nous sommes, que sont les animaux, que sont les insectes et que sont les végétaux. On retrouve ces microzymas absolument partout dès qu'il y a de la vie. Ces microcellules mesurent moins de 60 nanomètres de diamètre. Alors, sachez aussi, et c'est important, dans les années 1990-2000, les géologues ont redécouvert ces microzymas. Ils les ont baptisés nano ou nanobactéries. Et c'est extrêmement intéressant parce que, bon, d'abord, ils confirment leur réalité. C'est ça, c'est encore une preuve scientifique supplémentaire. Mais en plus, avec la microscopie électronique moderne, ils ont pu explorer des microzymas et explorer leur structure profonde. Et ils ont pu constater que le microzyma est effectivement une microcellule avec une membrane, avec un milieu intracellulaire, et à la place du noyau, il y a, semble-t-il, un cristal de silicium. Quand je dis semble-t-il, c'est quasiment certain. Voilà. Sachez aussi, et c'est important, que ces microzymas sont mobiles. Ils ne restent jamais statiques, sauf lorsqu'ils ont des fonctions particulières. Et ce sont, donc, Béchamp a pu démontrer que ce sont ces microzymas qui vont construire, bâtir les cellules, qui ne se divisent pas, mais qui sont bâties à la demande par les microzymas. Ce sont ces microzymas qui vont éventuellement bâtir sur place des bactéries lorsqu'ils ont besoin d'être à plusieurs par rapport à un chantier important. Donc les maladies infectieuses ne sont jamais provoquées par une bactérie extérieure, elles sont toujours endogènes et elles sont en fait des phases de guérison. Et ça, c'est tout à fait conforme à ce que nous savons de la psychosomatique dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc ces microzymas mobiles sont informés, mais ils ne sont pas informés par proximité d'une terminaison nerveuse, comme on pourrait le penser pour les cellules. Ils sont informés par le milieu dans lequel ils baignent. Et c'est très important parce que ça change complètement la donne. Si on considère que ce cristal de silicium qui se trouve au cœur du microzyma va leur permettre de lire des informations extérieures à eux pour qu'ils puissent avoir la cohérence et faire un travail de construction qui soit magnifique, comme nous pouvons le constater, eh bien, il faut ce cristal de silicium et il faut que l'information ne soit pas stockée dans des molécules d'ADN, mais qu'elle soit
dans cette eau environnante dans laquelle ils baignent. Et nous retrouvons toutes les découvertes faites par Benveniste, est capable de véhiculer des informations, et des informations extrêmement intéressantes à tout niveau. Elle est capable de véhiculer des hormones. Et là, nous rejoignons les découvertes du docteur Jean Gauthier qui explique la primauté des hormones dans le processus de construction d'un être vivant et dans son fonctionnement. Elles peuvent être informées par des médiateurs chimiques, par et par ce biais, par le système nerveux central. Elles peuvent être informées par la qualité bioélectronique du milieu dans lequel elles baignent. Elles peuvent être informées par des ondes électromagnétiques, des informations de type électromagnétique, ce qui explique l'efficacité incontestable de bien des thérapeutes sur le plan électromagnétique. Elle peut être informée également par ce que nous ingérons. Et ça, c'est important de comprendre que quand vous consommez de la viande en provenance d'un animal qui a souffert, qui a été objetisé, maltraité, eh bien, vous allez automatiquement ingérer et informer vos microzymas de cette souffrance, et ça va bien évidemment générer un mal-être extrêmement important. Voilà, donc cette base des microzymas est essentielle pour comprendre que la vie n'est pas fonction des cellules, de mitose, d'ADN, mais la vie, elle est fonction d'un milieu aqueux, et ce milieu aqueux est informé, et les microzymas vont pouvoir bâtir les cellules, bâtir les bactéries lorsqu'il y en a besoin, construire ou démonter les cancers, nous le verrons, et permettre les transformations chimiques qui sont perpétuelles à l'intérieur du corps. Et bien évidemment, ce sont ces microzymas et pas les cellules qui ont besoin d'énergie, qui ont besoin de carburant, qui ont besoin de matériaux, ce que nous mangeons bien évidemment, qui ont besoin d'eau, etc., etc. Et tout cela est donc absolument fondamental. Deuxième élément fondamental que la médecine devrait intégrer d'urgence, c'est la dimension psychosomatique. À part les empoisonnements et les carences, toutes les maladies, sans exception, sont liées à des stress. Ce sont les conséquences de stress extrêmement intenses, vécus de façon imprévue, et en général sans pouvoir en parler, sans que nous ayons la possibilité de les gérer, de les digérer. Donc ces stress déclenchent un orage cérébral. Donc je vous conseille de regarder la vidéo si les patients savaient, où j'explique un petit peu tout cela. Et cet orage cérébral, le cerveau, qui est un ordinateur, va faire de son mieux et va ordonner soit la construction d'un cancer, d'une tumeur, soit le démontage d'un organe comme ce qu'on appelle le cancer osseux, qui est une carie de l'os, etc., etc. Il peut aussi déclencher des paralysies, il peut déclencher des troubles sensoriels, des troubles auditifs, des troubles visuels, il peut déclencher énormément de problématiques, et on peut dire que toutes les pathologies sans exception sont d'origine psychosomatique, à part les empoisonnements, bien sûr, et les carences en vitamines, les carences en protéines, les carences en eau, les carences en lipides essentiels, ou les carences en sucre, hein, ça c'est aussi important. Voilà. Donc si nous prenons conscience que la psychosomatique est véritablement à la base de toutes les pathologies, de toutes les maladies, eh bien maintenant il faut prendre conscience que ce processus se fait en deux périodes. Il y a la période de pathologie et la période de maladie. Et ça, c'est vraiment fondamental de voir la différence. La période de pathologie,
elle est en général silencieuse. On ne s'en rend pas compte. Vous allez développer, par exemple, si on vous fait une crasse abjecte, pour votre cerveau, une crasse abjecte, qu'elle soit réelle ou virtuelle, c'est une merde. C'est une merde virtuelle. Excusez-moi d'utiliser ce terme, mais c'est comme ça. Et qu'est-ce qui digère la merde dans un organisme humain? Eh bien, c'est le gros intestin. Et par conséquent, pour digérer cette merde, le cerveau va ordonner la construction d'un gros intestin turbo, c'est-à-dire qu'en fait, ça va se traduire par la construction d'une tumeur au niveau du gros intestin. Cette tumeur un peu en chou-fleur avec un pied, et cette tumeur va permettre d'avoir plus de sucre digestif pour digérer cette merde virtuelle. Voilà. Donc ça, c'est la phase de pathologie. C'est une phase qui est silencieuse et en général, il n'y a aucun symptôme. Et à part qu'on est un peu plus énervé, qu'on a tendance à maigrir, qu'on dort moins bien, mais bon, ce ne sont pas des choses tragiques. Sur le plan bioélectronique, si on mesure le sang pendant cette période de pathologie, on constatera que le sang est beaucoup plus alcalin et beaucoup plus oxydé que la normale. Donc ça, c'est important. Donc le cancer se développe toujours en milieu alcalin oxydé. La maladie, par contre, la bascule en maladie, en réparation, elle est impressionnante, elle est extrêmement bruyante. Cette maladie va se traduire par de l'inflammation, des douleurs, des troubles fonctionnels parce que la tumeur dont nous parlions par exemple va gonfler à cause de l'inflammation et gêner le transit digestif, si on reste sur cet exemple-là, ainsi de suite. Et c'est là qu'on consulte. Sachez simplement que pendant cette période de maladie, votre sang devient acide et oxydé. Et ça, c'est important de comprendre que beaucoup de gens se trompent et s'imaginent que le terrain acide, c'est le terrain de la maladie. Oui, c'est le terrain de la maladie, mais pas seulement. Non, c'est le terrain acide oxydé qui est le terrain de la maladie. Et en fait, la maladie, on repart du terrain alcalin pour aller revenir vers le terrain acide réduit, qui est le terrain de la santé et de la jeunesse. Et par conséquent, ça passe par le terrain acide oxydé en cours de route. C'est un terrain alcalin oxydé. La maladie, c'est-à-dire le processus de réparation, avec douleur, inflammation, gêne fonctionnelle, etc., c'est un terrain acide oxydé. Et on le verra, la santé, c'est un terrain acide réduit. Donc ça, c'est important de bien comprendre ces mécanismes-là parce qu'on va reprocher, entre autres, au sucre d'être acidifiant. Eh bien, heureusement d'ailleurs qu'il est acidifiant, nous y reviendrons. Alors maintenant, le bilan énergétique, comment fonctionnons-nous? Comment est-ce que nous carburons? Comment nos microzymas vont-ils pouvoir fonctionner? Eh bien, il faut savoir que, évidemment, lorsque nous prenons un repas, nous ingérons des glucides, c'est-à-dire des sucres, nous ingérons des graisses, nous ingérons des protéines, nous ingérons de la cellulose, des sels minéraux, de l'eau, etc., etc. Tout cela est très important. Mais ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est ce qui va être source de carburant, puisque le but, c'est de comprendre quel est le rôle du sucre dans cette aventure. Alors les sucres, il y en a de plusieurs sortes. Il faut savoir que principalement, il y en a trois. Il y en a trois que nous connaissons bien, c'est le galactose, le fructose et le glucose. Le galactose, le fructose et le glucose ont des formules chimiques presque similaires. Ce qui change, c'est essentiellement la configuration spatiale. Le glucose pénètre dans votre organisme, c'est-à-dire que lorsque vous l'ingérez, l'intestin grêle va l'assimiler très rapidement, et dès qu'il arrive dans votre sang, eh bien, le cerveau
ordonne automatiquement une sécrétion une sécrétion hormonale, donc intravasculaire d'insuline, qui va permettre à votre organisme de gérer ce glucose et de le gérer de manière parfaite. La première destination, c'est le foie. Le foie et les muscles qui vont associer plusieurs molécules de glucose pour faire ce qu'on appelle le glycogène, pour constituer ce qu'on appelle le glycogène, c'est-à-dire des réserves qui vont leur permettre d'agir chaque fois qu'il y a besoin et d'avoir du carburant, donc chaque fois qu'il y a besoin. Et le trop-plein, lorsque les réservoirs de glycogène sont pleins, eh bien, ce glucose est transformé en acides gras. Ces acides gras eux-mêmes sont associés par 3 avec un sucre qui s'appelle le glycérol qui a 3 atomes de carbone. Et ces acides gras, c'est la graisse. Donc la graisse, c'est quelque part le stockage de l'énergie que nous ingérons lorsque nous mangeons. Donc tout ça se fait grâce à l'insuline. Voilà. Alors, par contre, ce qui est très important de comprendre, c'est que le fructose, lui, n'est pas reconnu par le cerveau. Lorsqu'il arrive dans le sang, il ne déclenche pas cette décharge d'insuline qui va permettre sa gestion. Et ce n'est que à mesure qu'il va passer au niveau du foie, que le foie, les microzymas du foie vont pouvoir transformer ce fructose par un travail complexe en glucose. Et ce n'est qu'après qu'il pourra être utilisé, stocké, etc. Mais vous voyez, tout cela nécessite un travail particulier des microzymas, ce qui n'est pas le cas avec le glucose, où les choses se font de façon très simple et très facile. Voilà. Alors, que dire de la consommation de l'énergie dans notre organisme? Eh bien, il faut savoir que nous avons toujours à notre disposition la possibilité de brûler le glucose sans oxygène, ce qui amène une libération de relativement peu d'énergie, toute petite quantité d'énergie. Mais cette petite quantité d'énergie est essentielle pour démarrer le mouvement. Et puis, après, dès que le mouvement est démarré, les microzymas mettent en route tout un protocole qui va permettre de tirer de ce molécule de glucose beaucoup plus d'énergie, des quantités d'énergie tout à fait conséquentes, intéressantes et qui vont nous permettre de bouger les muscles, etc., etc. Voilà, donc ça c'est important de comprendre cela. Dès que les besoins en énergie si vous voulez, ont dépassé le stock de glucose, eh bien, les microzymas vont chercher les acides gras et vont carburer les acides gras, ce qui va demander un travail important, mais libérer énormément d'énergie. Donc, beaucoup plus que le sucre. Si vous voulez, je crois que la proportion, c'est 38 molécules d'ATP fournies par la combustion d'une molécule de glucose et 170 dans ces eaux-là pour une molécule d'acide gras. Voilà. Donc, quelque part, la vie est bien faite. Nous avons un système à double détente avec un premier carburant qui est le glucose, un deuxième carburant qui sont les acides gras. Problème. Les acides gras ne sont pas utilisés par le cerveau. Il en est parfaitement incapable. Donc, le cerveau a besoin impérativement de glucose pour pouvoir travailler. Donc les muscles, c'est bien, vous allez pouvoir, si vous faites beaucoup de musculation, d'exercices musculaires, vous allez faire fondre vos acides gras, votre graisse, c'est très bien. Mais si vous voulez travailler intellectuellement, il vous faut du glucose. Alors, bon, il y a quand même une nuance. Si vous faites plusieurs jours de jeûne, donc au bout de quelques jours, au bout de 2-3 jours de jeûne, le foie va fabriquer à partir des acides gras, il va fabriquer des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques, eux, peuvent être utilisés par notre cerveau. Donc là, c'est bon, on arrive à s'en sortir. Mais vous voyez, c'est pas automatique, c'est pas instantané, c'est pas quelque chose qui fonctionne au quotidien. Donc, qu'on le veuille ou non, nous avons besoin de glucose. Et
au jour d'aujourd'hui, la meilleure source de glucose au niveau alimentaire, ce que nous avons à notre disposition, eh bien, qu'on le veuille ou non, ce sont les bonbons au sucre, puisqu'ils sont essentiellement constitués de glucose. Le sucre nourrirait la cellule cancéreuse. Bon, eh bien c'est vrai et c'est pas vrai. C'est les deux à la fois. La première des choses dont il faut se souvenir, et c'est pour ça que j'ai fait ce rappel sur la psychosomatique et sur les microzymas, d'abord, ce ne sont pas les cellules qui ont besoin de carburant, ce sont les microzymas. Bon. Donc ça ne nourrit pas les cellules cancéreuses, ça nourrit les microzymas qui construisent le cancer dont vous avez besoin pour survivre. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose extrêmement importante, le cancer est un organe turbo. Si vous prenez l'exemple du cancer de l'intestin dont nous parlions tout à l'heure, eh bien, c'est un organe qui va permettre de digérer les merdes, même les merdes totalement indigestes. Donc, il a un fonctionnement turbo, donc il a besoin d'énormément d'énergie pour fonctionner. Eh bien, qu'on le veuille ou non, c'est pas le sucre qui va lui apporter cette énergie parce qu'il n'en fournira jamais assez. Ce sont les acides gras. Donc, les cancers vont brûler vos graisses et non pas le sucre. Donc le sucre ne nourrit pas le cancer. Vous voyez, il faut complètement changer la donne. D'abord, le cancer n'est pas un ennemi, même si c'est désagréable, même si c'est pas pratique, même si c'est souvent maladroit de la part du cerveau qui n'est qu'un ordinateur sans grande intelligence. Le cancer, il est là pour vous sauver la vie, il n'est pas là pour vous faire du mal. Et c'est très très important de bien comprendre que ce sont les microzymas qui fabriquent le cancer à la demande du cerveau pour vous sauver la vie. Ce sont les microzymas qui vont mettre en place tout ça. Et compte tenu de l'énorme quantité d'énergie dont ils ont besoin, ils vont utiliser beaucoup plus les acides gras que le glucose. Il serait acidifiant. Et par ce fait, il serait néfaste puisque, selon certains, l'acidification, c'est la maladie. Donc ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Il est clair que le cancer se développe en terrain alcalin et oxydé. La maladie, c'est un processus de retour à la santé. La santé, étant le terrain acide et réduit. Ça, il faut être extrêmement clair là-dessus. Et pour arriver du terrain alcalin au terrain acide et réduit, eh bien, votre sang va passer obligatoirement par une phase acide et oxydée. Donc, c'est un processus normal. Tous les aliments, sans aucune exception, ont pour but de nous guérir, de nous régénérer, de nous ramener à la jeunesse. Donc, ils sont tous acides, le sucre comme les autres. Et le sucre n'est pas un acide ni faible ni normal, c'est un aliment comme tous les autres aliments. Tous les aliments, quels qu'ils soient, nous acidifient, nous réhydratent, puisque l'acidification correspond à l'hydratation du corps. Et je vous rappelle que le bébé contient environ 90% d'eau par rapport à l'ensemble de son corps, alors qu'un vieillard alcalin et usé n'en contient plus que 70%. Donc la jeunesse, c'est l'acidification, qu'on le veuille ou non. Donc ce n'est pas néfaste. Et le sucre n'acidifie absolument pas plus que n'importe quel autre aliment, qu'il soit végétal ou animal. Le sucre provoquerait des caries dentaires. Lorsque les colons, quelle que soit leur origine, qu'ils soient anglais, français, espagnols, portugais ou autres, ont conquis les pays sous-développés, ils l'ont fait avec des armes effroyables.
Ils avaient des canons, ils avaient des fusils, ils avaient des armes absolument effroyables. Et ils ont constaté, parce qu'évidemment, une fois le pays conquis et pacifié, entre guillemets, ils ont apporté avec eux le sucre blanc. Et ils ont constaté que les enfants développaient des caries avec des proportions considérables. Et donc on a accusé le sucre, à partir de ces constats, d'être responsable des caries dentaires. Voilà. Le seul problème, si on tient compte de la psychosomatique, il y a deux choses. La première des choses, c'est que compte tenu de la disproportion des moyens de guerre dont disposaient les indigènes et dont disposaient les colons, compte tenu du fait que les indigènes avaient été vaincus, soumis, très souvent parqués dans des situations abjectes, etc., etc., il est clair que si les indigènes rebiffaient, ils étaient détruits, ils étaient massacrés. Or, pour notre cerveau, quelle est l'arme dont nous disposons? Eh bien, ce sont les dents, ce sont les crocs. Donc, par conséquent, pour ces indigènes, la seule solution pour survivre, compte tenu justement de la situation, c'était de faire disparaître les crocs. Et par conséquent, les enfants de ces populations ont démonté leurs dents. Et il s'agit d'un travail actif de nos microzymas et non pas d'une agression de la dent par le sucre ou par toute autre chose. Bon, il est clair que si vous prenez un marteau, si vous cassez les dents, vous allez les casser. Mais en dehors de ça, ce n'est certainement pas le sucre qui va pouvoir attaquer la dent. L'émail dentaire est constitué d'une substance tout à fait particulière qu'on appelle la diamantine. La diamantine, c'est une substance qui est pratiquement aussi solide que le diamant. Et je vous rappelle également que après votre mort, et même si vous faites incinérer, vos dents seront capables de subsister des milliers et des milliers d'années, bien plus longtemps que votre squelette. Donc il est clair que ce n'est pas le sucre qui va pouvoir déclencher des caries, mais bien justement le problème psychosomatique dont je viens de vous parler par rapport aux colonies et à la colonisation. Il est évident que si votre taux de sucre dans le sang monte, c'est qu'il y a eu une décharge de glucagon. Si vous voulez, le pancréas sécrète deux hormones essentielles, l'insuline pour faire baisser la glycémie, le glucagon pour le faire monter. C'est comme ça. Chaque fois que vous avez une montée de sucre, une poussée de diabète, eh bien c'est que vous avez eu une décharge de glucagon. Qu'est-ce que c'est que le diabète? Le diabète, c'est une situation en psychosomatique de résistance plus ou moins répugnance. Pour résister, il faut du carburant. Eh bien, chaque fois que vous êtes dans une situation où vous devez vivre un bras de fer, qui soit psychologique ou virtuel ou physique, ou que vous devez faire un effort tout à fait intensif, vous faites une montée de sucre et c'est tout à fait normal et c'est logique puisque le cerveau vous prépare à affronter cette situation. Un point, c'est tout. Et donc, vous avez une décharge de glucagon. Et évidemment, lorsque vous n'avez plus besoin, eh bien, vous allez avoir une décharge d'insuline qui va permettre de ramener les choses à la normale. Mais bon, ça va se faire en oscillant, ça ne va pas être automatique. Hein. Vous n'allez pas avoir un taux de glycémie très haut et puis brutalement redescendre à la normale. Non, ça va osciller progressivement pour revenir à la normale. Ça va être relativement lent et ça peut même mettre plusieurs heures pour revenir à la normale. Mais ne vous en faites pas, il n'y a aucun risque. Le seul risque, ce serait justement les sucres lents et le fructose qui, n'étant pas reconnus par le cerveau, pourraient amener des réactions effectivement retardées par rapport justement à la gestion du sucre. Voilà, donc on est dans un processus qui est tout à fait banal. Alors évidemment, il y a le coma acidocétosique du jeune, donc il faut savoir que chez les jeunes diabétiques, qui sont en général très maigres, l'hyperconcentration du sang
en sucre, et le fait que la situation perdure fait qu'ils vont se retrouver avec des déperditions d'éléments nutritifs essentiels, de sel, de protéines, etc., qui vont déclencher des catastrophes et éventuellement la mort. C'est ce qu'on appelle le coma acidocétosique. Ça n'arrive pratiquement jamais chez l'adulte, mais c'est plutôt chez les jeunes diabétiques lorsqu'ils ont justement très peu de réserves en acides gras, en graisse et en sucre. Voilà. Très souvent, on accuse le sucre d'être responsable d'artérite, de gangrène, éventuellement de troubles oculaires, etc., par artérite des artères oculaires. Voilà. Alors, là encore, il faut sortir de ces idées préconçues. Ce n'est pas le diabète qui est en cause, mais c'est la situation conflictuelle qui a déclenché le diabète qui, quelque part, le cerveau ayant plusieurs cordes à son arc, le cerveau va mettre en œuvre plusieurs biologisations. C'est tout à fait possible. Imaginez par exemple qu'un paysan soit confronté à un voisin qui veut déplacer les bornes de propriété de son terrain. Évidemment, s'il perd une partie de son terrain, ou s'il vend à contre-cœur un champ ou n'importe quoi, il est dans une situation de bras de fer, donc il fait une poussée de diabète. Mais en même temps, il perd son territoire. Et donc le cerveau va essayer quelque part, pour qu'il ne perde pas son territoire, de lui donner une plus grande efficience au niveau également artériel. Et pour cela, il va faire démonter l'endothélium de l'artère pour augmenter son calibre, pour qu'il y ait un débit plus important et une arrivée de sucre, d'oxygène, etc., plus important au niveau de ses jambes. Donc ça, c'est la phase de pathologie, ça passe inaperçu. Et puis dès qu'on passe en maladie, pour réparer cet endothélium, cette artère qui a été abîmée, il y a la fameuse artérite. Cette artérite, c'est toujours les microzymas qui vont faire le travail de reconstruire cet endothélium, mais pour ça, ils ont besoin d'un échafaudage, parce que, évidemment, les pressions du sang varient sans arrêt, et donc ils ne peuvent pas travailler en étant ballottés en permanence entre deux battements cardiaques. Donc il faut impérativement qu'ils mettent en place un échafaudage qui va être constitué essentiellement de fibrine et de cholestérol, donc c'est la fameuse plaque d'athérome, et c'est cette plaque d'athérome qui peut obstruer l'artère si elle est trop importante et déclencher la gangrène. Mais vous voyez, c'est un autre problème psychosomatique, c'est pas lié au sucre en soi, c'est la perte du territoire, la peur de perdre son territoire ou la perte effective du territoire qui va déclencher cette problématique. Si les obèses mangent beaucoup de sucreries, beaucoup de matières grasses et de choses comme ça, ce n'est pas cela qui provoque l'obésité. S'ils mangent beaucoup de sucreries et de matières grasses, c'est parce que le cerveau leur donne pour qu'ils puissent devenir obèses, pour construire cette obésité. Et là, il faut remonter très loin, ce sont des mécanismes complexes. Il est clair que quelqu'un qui est maigre comme un clou, on a tendance à ne pas le voir. Mais quelqu'un qui est obèse, qui est énorme, on va le voir plus facilement. Donc l'obésité est toujours la réponse à un conflit d'abandon, lorsqu'on a peur d'être abandonné. Et la source de ce conflit d'abandon, c'est la crise du 8e mois, qui a été décrite par une grande psychanalyste, Mélanie Klein. Je dis grande psychanalyste, et Klein, ça veut dire petit en allemand, je vous signale. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais c'est une très très grande psychanalyste, une disciple de Freud, bien sûr, et qui a fait un travail remarquable. Et cette psychanalyste a expliqué que l'enfant se sent en fusion avec sa mère jusqu'à 7 mois révolus. Et puis, à partir de 7 mois, il découvre qu'il n'est plus fusionné à sa maman. Et par conséquent, pendant 1 mois, il n'a pas encore pris conscience de la permanence des objets, et pendant 1 mois, chaque fois qu'il ne voit pas maman en face de lui, eh bien, il se sent abandonné. Et donc, la seule solution pour lui, en pareil cas, c'est de devenir obèse pour que maman le voie. Sinon, il a l'impression, son cerveau a l'impression qu'il est trop petit, que c'est pour ça que maman ne le voit pas. Voilà. Donc, il faut bien comprendre cette mécanique-là. Tous les enfants qui vivent mal cette crise du 8e mois, eh bien, ils vont avoir tendance à devenir obèses toute leur vie.
Et ils pourront faire tout ce qu'ils voudront, sauf un travail psychospirituel par rapport à cette peur de l'abandon. Mais s'ils ne font pas ce travail psychospirituel, ils pourront faire tous les régimes du monde, ils redeviendront toujours obèses. Voilà. Donc, il faut arrêter, là encore, d'accuser le sucre. Pourquoi dans nos sociétés d'aujourd'hui, ils sont tous obèses? Eh bien, pourquoi? Parce que les mamans travaillent. Et elles ne s'occupent pas de leur bébé pendant la crise du 8e mois, parce que presque personne n'est informé de cette réalité. Il faudrait que, à la limite, leur congé de maternité, si elles sont en forme, soit relativement modeste, mais qu'on leur donne toujours un mois de congé à 7 mois, de 7 à 8 mois pour leur bébé. Et ça, si on faisait ça, on n'aurait plus d'obèses et les enfants occidentaux ne se jetteraient plus sur les sucreries et les matières grasses pour construire cette obésité. Vous voyez, quelque part, il faut relativiser tout ce qu'on nous raconte sur le sucre. Il faut arrêter de le diaboliser. Le sucre n'est pas notre ennemi, c'est notre carburant essentiel. N'oubliez pas que notre cerveau ne peut pas carburer avec autre chose que du sucre, sauf au bout de 2 ou 3 jours de jeûne. Donc, nous devons consommer du sucre et le sucre n'est pas votre ennemi. Voilà. Donc je crois que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres arguments contre le sucre. Je pense que nous trouverons toujours des réponses en tenant compte à la fois des réalités physiologiques, du fonctionnement du vivant, en tenant compte de la psychosomatique et des microzymas. Voilà, je vous souhaite le meilleur et à une prochaine fois.